Nous voilà donc arrivés au terme de Data on Board, une journée riche et passionnante, un voyage instructif et inspirant qui vous permet, je l'espère, de repartir avec beaucoup d'idées et beaucoup d'envie à concrétiser pour vos propres projets. J'invite à présent Jean-Marc Lazare, cofondateur et CEO d'Open Datasoft, à me rejoindre sur scène pour la conclusion de cette belle journée. Et vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. On va en profiter aussi pour remercier Arnaud d'avoir animé cette journée brillamment. Merci d'avoir été le fil conducteur. Merci également, et je tiens à le faire ici devant tout le monde, à tous les collaborateurs d'Open Datasoft, parce que comme ça a été dit, mais toutes les personnes qui étaient là, je dirais de la logistique à l'animation des démo bars, sont des développeurs, des gens du marketing qui se sont transformés en animateurs de cette journée-là et qui ont changé de métier pendant une journée pour être à votre service, à notre service. Et c'est un vrai projet, je dirais, d'entreprise d'Open Datasoft. En tout cas, c'est comme ça qu'on conçoit la culture d'ODS et qu'on essaie de transmettre à travers nos produits et les projets qu'on développe avec vous. Et puis, et on va terminer les remerciements ici. Merci à vous, évidemment, d'avoir été là quasiment toute la journée, aussi nombreux, et à quelques-uns de nos intervenants qui ont partagé leurs expériences toute la journée. Et alors, pour n'en prendre qu'une partie d'entre eux, ceux qui sont venus de plus loin, donc de Mexico, de Suède, de Grande-Bretagne ou des États-Unis, comme Cyril Perducas ce matin, effectivement, qui est venu spécialement pour partager son éclairage d'une grande entreprise, plus que centenaire, évidemment, qui a vécu sa transformation numérique. Alors pour conclure, alors le futur du data sharing, un peu de pression, parce que là il faudrait que je donne effectivement cette prédiction alors qu'elle a été finalement partagée tout au long de la journée par vous. Alors ce que je vais faire, c'est essayer de résumer moi ce qui m'a inspiré et ce que j'ai retenu. Alors encore une fois, j'ai appris beaucoup de choses, c'est génial cet événement, une fois par an, j'apprends énormément de choses sur ce que font nos clients avec notre solution et c'est bien son but, hein, c'est de rendre les choses possibles. Donc à l'avance on ne sait pas exactement ce qui va être possible et on a encore vu là il y a un instant tout ce qui était possible et tout est à écrire. Alors on pose souvent la question de savoir, mais est-ce que c'est un marché? Est-ce qu'il y a un marché de la data? Alors, ma vision, et c'est notre analyse, c'est que oui, on arrive à un moment donné à un stade de maturité parce que les fabriques à données, hein, ce qui constitue la production de la donnée, les usines de la data, alors on l'appelle comme on veut, que ça soit lié à l'IoT, que ça soit lié effectivement à la modernisation des infrastructures, des systèmes d'information, data lake et compagnie, qui sont des évolutions naturelles de la technologie, qui apportent beaucoup de choses. On va dire que bien que tout ne soit pas en place, on va dire que le mouvement est amorcé et la production ne cesse de croître. On a vu des statistiques impressionnantes. Alors c'est sûr, quand Schneider Electric partage les siennes, on est sur des volumétries de milliards de data produites par de l'équipement industriel. Mais on va dire que la donnée existe. Mais la statistique corollaire, et que tout le monde constate, c'est qu'une très très grande majorité, et on parle de plus des 2/3 de ces données, sont inutilisées, ou en tout cas ne sont utilisées qu'une fois. Elles ont bien une raison d'être, elles ont existé une fois, elles ont permis de mesurer quelque chose, elles ont permis de facturer un client, mais elles ne sont plus réutilisées. Or, elles représentent un asset, un patrimoine, pas parce qu'elles existent, sinon ça ne serait qu'un coût, et à la limite c'est un archivage comme un autre, mais parce qu'elles sont bien une connaissance et quelque chose qui va aider à répondre à des challenges qui sont, comme je le disais en introduction ce matin, ceux du quotidien. On ne se lève pas le matin en se disant « Ah, aujourd'hui, tiens, qu'est-ce que je vais faire avec de la data ?» Non, le matin, on veut servir mieux ses clients, on veut mieux gérer son projet, on veut mieux communiquer et avec plus d'impact au meilleur endroit vis-à-vis des parties prenantes, qu'elles soient financières quand on est analysé par une institution qui va analyser son risque de défaut ou pas de paiement, on va être analysé par ses investisseurs, on va évidemment être de plus en plus scruté par ses clients. On a vu des cas d'usage effectivement de type CSR, des grandes entreprises de luxe comme Kering avec Gucci qui s'investissent de manière très proactive là-dedans. On l'a bien dit aussi, ça a été bien expliqué par la personne de l'ODI ce matin, être proactif, ne pas attendre que ce soit une exigence de compliance, faire vraiment de cette logique de raccourcissement du lien et de la preuve qu'on peut faire de ces actions avec ses clients, ses parties prenantes. Et la donnée, finalement, c'est un peu, la data, c'est un peu l'opposé du blabla, c'est on peut prouver, on peut démontrer les choses efficacement. Donc tous ces enjeux qui sont effectivement de rapidité, de mise sur le marché de nouveaux services, basés sur on va dire, une augmentation de l'existant grâce à une meilleure utilisation de la donnée ou par rapport à des nouveaux services, la donnée étant un produit en tant que tel, la transformation des métiers qu'elle induit, et c'est aussi une chance énorme
d'accélération. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on parle de transformation numérique des entreprises, des organisations, mais s'il y a bien une matière première, une énergie, sans parler de pétrole, mais d'une énergie qui irrigue l'économie numérique, c'est la donnée. Ça produit de la donnée et ça ne fait que et c'est cette circulation qui crée de la valeur. Après, on va se poser la question de à quoi ça sert, mais c'est bien ça qui crée de la valeur et qui crée du rythme et qui donc fait qu'on n'est pas sur du stockage, je dirais, coûteux pour rien de l'information. Donc la transformation des métiers, elle a presque une chance aujourd'hui de s'accélérer. Moi, quand je discute avec des directeurs de services dans des grandes métropoles, quand je discute avec des chefs de projet dans leurs équipes, ils me disent enfin, on va pouvoir finalement transformer nos métiers. On apprend aussi à faire différemment les choses, à avoir des informations supplémentaires. Ce à quoi est habitué finalement, on l'a vu en conclusion, le monde financier à traiter de ce qu'on appelle des données alternatives. Comment à partir d'une information particulière, j'en déduis d'autres informations. Comment j'utilise les inspections sanitaires des restaurants pour savoir s'il y a une chance que après avoir été noté 3 fois négativement, effectivement, on se dit que le restaurant il a peu de chances d'être viable à terme. Bon, cette approche de la donnée alternative, c'est ça qui transforme profondément les métier, qui fait que je peux être agent à la voirie d'une grande ville. C'est le fait d'avoir des connaissances basées sur de la donnée qui peut paraître, je dirais, complètement aride et inexploitable en tant que telle sur les déplacements de population. Comment je vais mieux faire mon métier, comment je vais mieux finalement opérer les services au public, comment je vais finalement faire la maintenance, je sais pas, des feux tricolores en tenant compte de l'impact que ces feux dysfonctionnements ont réellement sur la population et pas simplement par rapport à l'optimisation des moyens. Donc on voit vraiment que cette donnée qui irrigue, elle a un potentiel d'utilisation qui est énorme. Et pour vous donner un petit truc, c'est vrai que nous, quand on parle finalement de plus en plus de ça à nos clients ou à nos prospects, aux gens qui nous questionnent là-dessus, on essaye de plus employer le mot data. Ça paraît dingue, mais on essaie de dire, en fait, là, on va oublier le mot data 2 secondes, parce que quand je parle de data à quelqu'un du retail, il pense données clients. Quand je parle du data à quelqu'un d'une collectivité, il va penser transparence budgétaire, qualité d'air, etc., etc. Et en fait, ça prend tellement de réalités différentes que ce que nous apprend, je pense, cette journée, c'est que, et c'est peut-être ce temps voilà, de l'open data 2.0 que mentionnait Jennifer, c'est on repart, alors ça peut paraître contre-intuitif quand on parlait d'ouverture en se disant, on verra bien ce qui se passe. Non, on part des usages. Les problèmes n'ont pas changé. Alors, ils sont plus complexes, ils évoluent. Mais on a une opportunité, comme on l'a avec toutes les ressources technologiques, c'est d'utiliser ce matériau qui existe, qui est sous nos pieds. J'avais un partenaire qui disait, partenaire d'Open Data Soft, qui nous disait il y a quelques années, toute entreprise est une base de données qui s'ignore. Alors, c'est pas très vendeur de dire ça, mais c'est vrai. On ne sait même pas. Et c'est ce qu'on vit d'ailleurs dans tous les projets, sans exception, même des entreprises les plus avancées. Quand on démarre un projet, ça commence toujours par la découverte de ses propres données, premièrement. Donc le catalogage, on va revenir sur des basiques. Le futur de l'open data ou du data sharing, on va être très concret, c'est d'abord je découvre mon patrimoine. Si je ne sais pas ce dont je dispose, si je ne suis pas capable de l'inventorier, de le décrire, évidemment, si c'est juste le mettre quelque part dans un grand data lake, ça devient vite un marécage, si on en fait. Si je ne suis pas capable de le décrire précisément, de savoir d'où ça vient, de savoir ce que j'ai le droit d'en faire et auprès de qui je veux le partager, il y a peu de chances que la valeur se crée. Deuxième aspect, effectivement, après, il faut que je sois capable de le rendre disponible. C'est pas tout d'avoir des infrastructures qui ont coûté fort cher, et à juste titre, parce qu'elles se sont mises un peu à niveau en capacité de stockage et de traitement de données. Si cette valeur qui est créée par des data spécialistes, qu'ils soient data scientists ou data quelque chose, si je ne suis pas capable d'aller amener cette valeur-là, là où elle va vraiment avoir un impact sur l'utilisateur final, c'est-à-dire 100% des collaborateurs, 100% des clients, 100% des partenaires, je ne fais que, ok, j'ai fait de l'innovation technologique, j'ai un meilleur stockage de données, mais quelque part, je n'ai pas créé de valeur. J'ai juste créé des coûts, et là, on va se poser sans fin la question du ROI, comme tous les grands investissements IT, on a posé la question du ROI sans vraiment la trouver. Non, la question, c'est quelle valeur métier, quelle valeur business j'induis de ça. Donc démocratiser au sens rendre accès, en tout cas créer les conditions d'un accès, je dirais, simple à la réutilisation des données, c'est le deuxième aspect. Alors, quand je dis ça, j'ai l'impression de répéter les attributs de l'open data d'il y a 8 ans, sauf qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que, et le panel aujourd'hui de cette assemblée le démontre, c'est que ça ne concerne plus que des acteurs, je dirais, qui étaient dans une démarche politique ou presque idéologique de dire la transparence, c'est important. On est vraiment dans une démarche où on commence à jouer collectif au sein des organisations, collectif parce
que, ben voilà, alors je vais prendre les exemples les plus récents qu'on a en tête, puisqu'on vient de les avoir, c'est encore frais, mais collectif parce qu'une banque met à disposition des données d'un territoire, parce qu'une entreprise va mettre à disposition les données aussi d'une administration pour jouer plus collectif, hein, ou parce que deux partenaires vont créer des liens, et comme ça a été suggéré par monsieur, effectivement, là, voilà, BPCE et Euler Hermès pourraient sans doute faire des choses encore plus efficaces grâce à ce partage-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on découvre que ce potentiel existe, et c'est pas que moi qui vous le dis, c'est pas que nous qui en avons cette conviction, parce qu'aussi on pourrait avoir l'impression qu'ici, dans cette salle, on a, je dirais, tous les early adopters convaincus que c'est ça la voie, et puis finalement on serait un peu qu'entre nous, et so what après, quoi. Le monde existe à côté de nous. Non, il y a quand même des gens qui scrutent ça, et c'est pas parole d'évangile, mais quand vous écoutez des analystes, hein, des grands analystes mondiaux sur l'économie en général, bah, ils vous disent que la pierre angulaire, une des pièces du puzzle la plus importante des smart cities, par exemple, qui est par définition une ville, c'est un agrégat d'acteurs multiples, privés, publics, opérant des transports, des services sur des strates qui s'empilent les unes avec les autres. Par essence, c'est une question de survie même de ce modèle-là, de partager la donnée. Alors après, il y a plein de choses à inventer, hein, qui partage quoi avec qui, selon le cadre, mais il n'y aura pas de smart cities s'il n'y a pas de partage de données. Voilà, ils disent ça assez simplement. De la même manière, les acteurs qui ont été mentionnés notamment par l'ODI, quand il a été fait mention de Syngenta ou des grands acteurs, oui, de la chimie ou même l'exemple de Kering, du luxe, où, comme il était dit, leurs clients ne s'attendent pas forcément à ce que le partage de données et même la notion de transparence soient associés. Bah, c'est plus exactement ça, hein. Aujourd'hui, s'ouvrir, et comme ça a été dit, on ne peut plus innover seul, c'est s'ouvrir à toute l'expertise extérieure qui existe. Moi, dans les exemples qui me frappent, c'est quand des entreprises me disent, et là c'est un ROI immédiat, je ne pourrais pas recruter même mes data spécialistes si je n'avais pas d'open data. C'est une entreprise qui me dit, ah mais oui, je cherche des data scientists, on va faire plein de choses, de l'intelligence artificielle. Maintenant, des candidats ingénieurs sur sur un salon de recrutement disent, ok, fais voir tes data. Hein, si tu ne montres pas tes data, je ne te crois pas. C'est encore c'est de l'open washing, c'est du data washing, ça c'est très facile à faire. Donc à un moment donné, c'est la preuve, hein, de ce qu'on fait. Donc le ROI se calcule assez facilement. Donc cette question de confiance, qui est la base, je dirais, de l'économie numérique en général, elle passe nécessairement par cette circulation des données. Alors la donnée, en synthèse, on retient que c'est un produit en lui-même. Et alors, de moins en moins aussi, on entend le côté c'est un produit, ça a de la valeur, donc je veux le vendre. Alors oui, ça existe, hein, vendre sa donnée, ça y a pas un problème. J'ai envie de dire, c'est vieux comme le monde, hein, de s'échanger des fichiers, de se vendre des données consommateurs. Alors la réglementation évolue, mais c'est pas nouveau. Maintenant, c'est pas là qu'on crée de l'énorme valeur. Une entreprise industrielle, elle peut vendre ses données, certes. BPCE pourrait vendre ses données, certes, hein, j'imagine, même si ce n'est pas votre charte d'éthique, mais techniquement, elle pourrait le faire comme d'autres le font. Est-ce que ça changerait le compte de résultat de BPCE? Certainement pas. De Total, certainement pas. Donc, ce n'est pas ça l'enjeu, à un moment donné. L'enjeu, c'est de créer une valeur additionnelle, de transformer son organisation. Et ce qu'on retient aussi des projets à succès, c'est ceux qui ont fait effectivement de la data une colonne vertébrale qui traversait justement la frontière interne-externe. C'est extrêmement important aujourd'hui. Alors, les gens l'ont découvert un petit peu je dirais pas malgré eux, mais par surprise. Et ce qui était vrai, et c'est toujours vrai, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est stable. Ce qui était vrai il y a 5-6 ans, quand les collectivités territoriales ouvraient leurs données, elles découvraient que 50-60% de la consommation du portail Open Data venait de l'intérieur. Ce qui s'avère le cas aussi chez BPCE et chez quasiment tous nos clients. C'est extrêmement intéressant, ça veut dire qu'à un moment donné, d'abord, il y a ces questions effectivement d'acculturation, mais ça me rappelle finalement une époque, alors je sais pas, je vois pas très bien, mais en fonction des générations, mais il y a 20 ans, c'était la même chose avec les premiers sites internet, hein. Les gens trouvaient beaucoup plus d'informations sur le site web de leur entreprise que dans leur propre intranet. Donc j'ai l'impression qu'on en est à peu près à cette époque-là. Moi, alors, je ne sais pas si ça parle qu'à moi, cette expression, mais je dis toujours la donnée, c'est le nouveau contenu. Hein. Alors, ce qui me prouve ça, c'est que quand je vois notre client, par exemple l'AFP, hein, l'agence France Presse, qui est une grande agence, qui maintenant fabrique automatiquement des contenus dont vous ne pouvez même pas imaginer qu'ils ont été faits par une machine, mais parce qu'en amont, l'agrégation des sources de données a été suffisamment bien faite. Elles ont été typées. Alors, c'est des ateliers qui ont eu lieu toute la journée. Elles ont été sémantisées, elles ont été liées. Donc, c'est ça. Hein, c'est pas la donnée, c'est pas juste je pose et je vois bien ce qui se passe. Il y a tout un travail, la mise en qualité. Et donc, c'est parce que ça a été fait qu'à un moment donné,
un éditorialiste, c'est pas qu'une machine, a dit voilà, c'est comme ça qu'on doit raconter les histoires de tel ou tel type. Et donc ça, c'est possible. Donc c'est ça le futur aujourd'hui de l'open data, c'est de voir qu'on lit effectivement une donnée qui va se transformer en information, qui va en service payant éventuellement. Donc là, oui, il y a de la monétisation possible, mais basée sur un partage d'informations, tant en interne qu'en bénéficiant de l'innovation externe. Donc c'est ça le sujet, c'est aller plus vite, pas pour aller plus vite, c'est juste parce que cette opportunité, elle est fabuleuse, on l'a sous la main, et je pense qu'à fonction des métiers dans lesquels vous êtes, les gens qui vous attendent, que ce soit vos clients, vos collaborateurs, les citoyens, ils ont une exigence, vous voyez, ils ont une habitude, on va dire, d'utiliser aujourd'hui des services de pure player du digital, où ça évolue très vite, mais ça s'améliore très vite. Donc ils attendent la même chose d'un service public, du service proposé par une grande entreprise centenaire. Ils attendent la même chose. Et c'est possible. Et ça, j'adore ces témoignages. Merci d'avoir fini par ça, Pierre-Philippe, mais je l'ai entendu toute la journée. C'est pas un Big Bang, c'est pas je lance et je monte une infrastructure et je verrai bien ce qui se passe. Ça, effectivement, en général, ça coûte très cher. On n'en voit jamais la fin. Et puis, 5 ans plus tard, on prend la vague technologique suivante et on oublie. Non, c'est un sujet c'est pas spécialement des petits pas, mais d'itération. On co-design, on apprend en ouvrant les services auprès des territoires. En Schneider Electric ouvre ses services auprès de ses partenaires en disant c'est pas parfait. Et là, on commence à analyser. Alors la magie de ça, c'est que ça recrée de la data. Ça permet d'avoir une vraie stratégie. Nos plus anciens clients sont des clients qui aujourd'hui ont acquis beaucoup de statistiques, et c'est pour ça que quand on parle de nouveaux contenus et de sites web il y a 20 ans, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, vous lanceriez un site web, vous n'imagineriez pas ne pas regarder quasiment en temps réel l'impact de ce que vous mettez comme contenu sur le web pour mesurer qui vient le consommer, pourquoi, etc. Et d'avoir une vraie stratégie de contenu pour aller toucher vos cibles, donc une sorte de reach, de target, de publicité d'une certaine manière. La donnée, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous offrez un premier stock, vous voyez comment ça réagit, vous adaptez. Et quelque part, plus que des outils et plus que des objectifs, ça devient une méthode. C'est une stratégie au sens, c'est une méthode. Et ce qui était pour nous assez pionnier, je dirais, il y a 7-8 ans, je me souviens d'un premier projet qu'on a fait avec un de nos premiers clients, donc GRDF. C'était un projet interne de mise en qualité de référentiel interne. Pourquoi est-ce qu'ils ont adopté d'une certaine manière une méthode open data pour de l'interne? Parce que le grand projet de mise à jour du référentiel, évidemment, un jour peut-être, il se serait passé quelque chose, mais c'est déjà obsolète. Envoyer des fichiers Excel à faire corriger par les centaines de personnes sur le terrain, c'était fichu d'avance, plus personne ne veut faire ça. Mettre ensemble, mettre à disposition de manière simple, réutilisable, interactive. Les gens se sont appropriés, ils ont fait leur feedback, c'est bon, c'est pas bon. Donc ça devient même une méthode de mise en qualité de la donnée, une méthode d'arbitrage de son système d'information. Si on voit que la donnée n'est pas intéressante, c'est pas juste de se dire il fallait pas que je la publie, c'est peut-être de se dire aussi ce qui est produit derrière n'est pas d'assez bonne qualité, ou peut-être que ce bout de SI, on y passe trop de temps. Je me souviens d'une personne qui avait lancé l'open data chez SNCF, Patrick Repert, directeur de la communication à l'époque, et il avait dit on s'était planté. On pensait que ces données-là avaient tellement de valeur, on les avait mises à disposition, on avait fait de la surqualité, et donc beaucoup d'argent, et puis finalement, cette donnée-là n'intéressait que peu de gens. En revanche, telle autre, elle intéressait beaucoup de gens. Donc c'est une démarche, c'est une façon de travailler différente. Donc oui, l'avenir est radieux parce que c'est une façon de travailler différente qui est beaucoup plus collective, pas du tout naïve, c'est pas j'ouvre tout. Donc d'où effectivement cette approche concentrique, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de data sharing, de partage de données, et quelque part, c'est vrai que nos collègues anglo-saxons, des fois, sont un petit peu moins à cheval sur les définitions. Quand vous me demandez, je ne sais pas s'il est encore là, mais la personne de l'ODI, comment, outre-Manche ou même outre-Atlantique, on définit l'open data en dehors de la sphère publique, c'est globalement dès qu'on utilise une donnée en dehors du scope pour lequel elle a été créée, c'est tout. Dès qu'on sort de son précaré, c'est ça l'open data. C'est s'ouvrir sur les gens grâce à la donnée. Et là, effectivement, le potentiel est énorme. Alors, une fois qu'on a rendu ça possible, effectivement, le futur, il n'y a plus de limite, comme on dit, sky is the limit. Donc, je vais arrêter là parce que là, j'ai déjà un peu de retard. Et puis pour conclure, après un peu ces partages d'idées que m'ont inspiré cette journée, je vais vous donner 2 rendez-vous. Donc, un rendez-vous déjà qui a trop tardé, c'est au-dessus. On va aller tous profiter du cocktail, discuter ensemble et du data sharing, mais pas que, quand même. À un moment donné, les choses s'arrêtent. Et puis je vous donne rendez-vous dans un an. Vous avez été encore plus nombreux cette année, encore plus inspirants. Merci beaucoup. Et donc, Data on Board 2020, ça devrait être encore plus grand. Et donc, on va construire. Suivez vos agendas. Je ne vais pas dire qu'on va lancer l'invitation dès la semaine prochaine, mais du coup, on va essayer d'anticiper très vite. Et j'espère que vous serez nombreux à vous inscrire rapidement. Merci à vous.